se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. La première histoire se passe encore une fois à Saint-Joachim, où l'on vous parle des fameux trésors de Saint-Joachim. Pierre va nous raconter cette légende. Donc, la légende des trésors de Saint-Joachim, c'est une légende que j'ai entendue la première fois quand j'ai commencé à travailler à la Grande Ferme, racontée par M. Paul-Émile Filion, qui, lui, l'avait appris de son grand-père. C'est une histoire, effectivement, M. Filion a toujours dit que ce n'était pas une histoire, c'est un fait. C'est arrivé. Puis, cette légende-là a été racontée et entendue des milliers et des milliers de fois. Puis, toujours dans l'imaginaire, lorsqu'on commence à décortiquer la légende, les lieux existent encore, les dates, parce qu'effectivement, c'est particulier, l'attaque anglaise à Saint-Joachim, il ne faut pas oublier que c'est particulier parce qu'effectivement, le curé de Saint-Joachim est décédé lors de cette attaque-là. L'Église a été incendiée aussi par les Anglais. Donc, c'est tout en lien avec les trésors. Puis, la légende a été reprise par le groupe Saute aux yeux avec les élèves de l'école La Pionnière du village qui ont réalisé une fresque qui est à l'extérieur, à l'école, sur l'école, qui s'appelle « Les trésors de Saint-Joachim » où on met en évidence toute l'histoire qui se trouve dans ce coin de la Côte-de-Beaupré. Donc, je vous inviterai tantôt à aller partager avec Pierre-Joseph dans son salon au jour de l'an, où à chaque année, il réunit ses petits-enfants. Il va vous raconter la légende des trésors. Bon, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, en ce jour de l'an, j'ai appris ça de mon grand-père, justement, d'un jour de l'an, j'avais à peu près 12 ans. L'histoire, ça s'appelle « Les trésors de Saint-Joachim », puis ça commence comme ça. Quand les Anglais sont arrivés au pied du Cap Tourmente, là, quand les gens du village se sont dit, au nombre de bateaux qui sont, au nombre qui sont, on va en manger une sucrée. Mais il y a quelqu'un du village qui dit aux autres, il dit, on va aller cacher nos objets précieux, puis nos objets, des pièces d'or. On va aller cacher ça quelque part, puis quand les Anglais seront passés, bon, ils auront leur chercher. Fait qu'il y a 5 gars de la Grande Ferme, ça s'était jamais vu de moi, mémoire d'homme, construire un coffre si vite que ça. Ils ont fait un immense coffre. Puis là, ils sont partis à la belle course, à 3 maisons du village, ils cognaient à la porte, puis ils disaient au monde, « Hey, donnez-nous vos pièces d'or, puis vos objets précieux, on va aller cacher ça quelque part, puis quand les Anglais seront passés, bon, ils iront leur chercher. » Hey, je vous mens pas. Le coffre, il était plein de pièces d'or, puis des objets précieux. Il était tellement plein, là, qu'il y avait de la misère à le fermer, oui. Puis c'était pesant, en plus. Fait que les 5 gars sont partis à Brunante le soir. Les Anglais n'étaient pas débarqués encore. À Brunante le soir, ça, c'est quand le soldat il a mis sa jaquette. Mais il n'est pas tout à fait encore dans son lit. Il est là, mais il est plus fort. Ils sont partis en arrière de la petite ferme au bout du village. Puis dans la forêt, en arrière de la petite ferme, à côté du plus grand des arbres, ils ont fait un immense trou, puis ils ont mis le coffre dedans, oui. Au moment où il avait commencé à renterrer le trésor, le plus fort des autres, il dit aux autres, « Hey, les gars, on ne peut pas laisser le trésor tout seul de même. Ça va prendre un gardien. » Les 4 autres leur regardent. « Hey, on ne va pas les 2 bras croisés assis à côté du coffre en train de le watcher toute l'éternité. » Le plus fort, il dit, « Les gars, écoutez-moi bien, ça prend un gardien, sans faute. » Ben, le plus fort, il dit, « C'est pas bien compliqué comme marché, les gars. On va tirer à courte paille, là, puis celui qui va gagner, on va l'enterrer avec le trésor. » Hey, les autres, hey, on a fait le coffre, on l'a rempli, on l'a amené ici, on a fait le trou pour le cacher, mais on ne se fera pas tuer pour ça. Mais il n'y avait plus grand temps pour y penser, parce que les Anglais s'apprêtaient à débarquer des bateaux. Fait que, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté le marché du plus fort, puis ils ont tiré à courte paille. Puis savez-vous qui c'est qui a gagné?
c'est plus fort. Ça tombait bien, c'est lui qui avait eu l'idée. Fait que moi être le gardien pour l'éternité. Hey, je vous mens pas, ils ont tué le gars, ça allait. Ils l'ont mis par-dessus le coffre, tout doucement. Ils ont mis à terre par-dessus, tout doucement. À la dernière pelletée de terre, je vous mens pas, l'herbe avait repoussé comme si rien n'était, oui. Bien longtemps plus tard, dans le temps de mon grand-père, ça faisait belle lurette que les Anglais étaient passés, là. Un bon soir du mois d'octobre, mon grand-père, il était avec 5 de ses amis, il était à la gare du village, en train de fumer sa pipe bien tranquillement, en train de jaser un peu, puis à regarder passer le dernier train de la journée. Mon grand-père, il dit aux autres, il dit, « Hey les gars, avez-vous déjà entendu parler de l'histoire des trésors qui auraient été cachés quand les Anglais seront passés, patati, patata? » Les 5 autres porcs arrivent comme des bons. Hey, depuis qu'on a comme 3 pommes, que nos grands-pères nous la racontent, cette histoire-là, voyons donc. Mon grand-père, bien sérieux, il dit aux autres, il dit, pourquoi qu'on va pas le chercher? Ça pourrait être intéressant. Hey, oui. Les autres, ils viennent, les yeux ronds, comme des 30 sous. T'es-tu fou, toi? Il y a un mort qui garde le trésor, on ben trop pur des morts pour aller creuser là. Mais mon grand-père était plus astucieux que les autres. Je dois retenir de lui, d'ailleurs. Il dit, écoutez-moi bien, les gars, la semaine prochaine, là, c'est le 2 novembre. Ouais. Ça fait de qui? Ça fait des morts. Ouais. Bien, si le 2 novembre, ça fait des morts, le mort ne sera pas là, hein? Il va être parti fêter ailleurs, on va pouvoir creuser en pète, oui. Hey, les 5 amis de mon grand-père l'ont trouvé pas mal intelligent ce soir-là. Fait qu'ils se sont donné rendez-vous. Le 2 novembre au soir, à 8 h le soir, ils partent du village. Avec des pelles, des bouts de bois pour sonder le terrain. Puis mon grand-père est en avant de la file. Il y en avait un qui avait peur de geler un peu, c'était au mois de novembre. Il y avait une petite bouteille dans ses poches, puis je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'était surtout pas de l'eau bénite. Fait qu'ils sont allés sur le terrain de la petite ferme, puis comme par hasard, ce soir-là, il y avait un beau clair de lune. Ils voyaient les arbres comme il faut en arrière de la maison. Ils se sont mis à regarder les arbres, un à un, pour essayer de retrouver le plus grand, oui. Mon grand-père fait signe aux autres. Les autres s'approchent, mesurent, comparent. Ben, c'était bien le grand arbre de l'histoire. Mon grand-père nous a raconté qu'ils se sont mis un à côté de l'autre, à côté du plus grand des arbres de la forêt, avec des bouts de bois pour sonder le terrain pour voir s'il ne frapperait pas du dur. À un moment donné, mon grand-père, il frappe du dur, oui, il fait signe aux autres. Viens là. Il laisse tomber les baguettes bien tranquillement, puis ils prennent les pelles, puis ils commencent à creuser, toi. Creuse, puis creuse, puis creuse, puis creuse, puis creuse, puis creuse. À un moment donné, toi, y a-tu pas un bout du coffre qui est apparu, toi? Celui qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans sa petite bouteille, il cloche un grand cri de mort. « Youpi, les gars! On a trouvé le trésor! » En disant ça, là, mon grand-père nous racontait, que là, il était 6 avec les mains et les poings dans la terre pour essayer de retenir le coffre. Puis là, tout d'un coup, le coffre, il est disparu. Mais juste avant de disparaître pour de bon, je vous l'ai dit tantôt, il était pas mal plein. Il a ouvert juste un peu. Mon grand-père me dit que il avait ramassé 2 pièces d'or. Mon père m'a déjà dit qu'ils avaient vu les 2 pièces d'or. Moi, je les ai jamais vus de ma vie, mais coudons, là. Mon grand-père, mon père, puis moi, là. On n'est pas des menteurs. C'est sûrement vrai, cette histoire-là. Tout comme Pierre, le petit-fils de Paul-Émile Filion, Sylvain Cassita, a pu entendre cette légende à plusieurs reprises. Écoutons-le parler de son grand-père. Mon grand-père, j'étais très, très proche. Moi, mes vacances de fin de semaine, quand j'étais jeune, je terminais l'école le vendredi soir, puis j'allais passer la fin de semaine chez mes grands-parents. On était dans la même rue, on restait à côté, mais ça fait rien, moi, ma fin de semaine, j'allais coucher chez mon grand-père pendant toute ma jeunesse, jusqu'à mon adolescence. Après ça, on a changé un peu on a changé un peu d'activité, mais ça a été un lien privilégié que j'ai eu avec mon grand-père et ma grand-mère, tous les deux, parce que
quand on parle de mon grand-père, il faut parler de ma grand-mère. Là. C'est vraiment une équipe. Là. Eux autres faisaient un team ensemble, puis c'était des gens très, très, très près de la famille. C'était des gens de famille, et puis on se sentait bien quand on était là. C'était les repas de famille, les rassemblements de Noël, c'était toujours des belles activités, des beaux moments là, qu'on passait là, tout le monde ensemble. Là. Il racontait toujours des histoires. Puis en fait, quand tu es jeune, tout ce que ton grand-père raconte ou ta grand-mère, c'est intéressant, puis ça vient toujours te chercher. Mais effectivement, ils ont toujours été tous les deux des bons raconteurs. Puis à un moment donné, c'est ça, Pierre Godin de la Grande Ferme avait besoin de conteurs pour parler aux jeunes. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père là, est entré avec lui là, à la Grande Ferme pour rencontrer des groupes de jeunes et faire raconter la légende principale qui nous racontait souvent, qui était les trésors de Saint-Joachim. Okay. Il y en avait quelques-unes d'autres aussi, qui étaient les Feux Follets, je me souviens, qui nous racontaient cette légende-là. Mais la légende, là, les trésors de Saint-Joachim, là, c'était une de ses favorites à raconter. Pierre a pour nous une deuxième légende cette semaine, et celle-ci s'est déroulée à l'île d'Orléans, plus précisément sur la route entre Saint-Pierre et Saint-Laurent, soit la route des prêtres. La prochaine histoire, ça s'est passé effectivement à l'île d'Orléans, mais dans le temps de la Nouvelle-France. Ça fait longtemps. Vous allez voir qu'à un moment donné, juste par un événement, les noms de lieux peuvent changer. J'en dis pas plus, parce que vous allez voir la suite tantôt. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est pas une histoire, c'est un fait. Ça s'est passé à l'île d'Orléans dans le temps de la Nouvelle-France. Il y avait la paroisse de Saint-Pierre, puis il y avait la paroisse aussi de Saint-Paul. Bien, elle va s'appeler Saint-Laurent plus tard. Le curé de la paroisse de Saint-Pierre avait reçu de son grand-oncle curé, imaginez-vous, une relique avec un reliquaire de Saint-Clément. C'est une partie du bras de Saint-Clément. On ne sait pas si c'est le bras gauche ou le bras droit, mais c'est pas ça qui est important. Là, le curé il était tellement fier, c'était la première relique officiellement à l'île d'Orléans. Cette relique, là, avait des dons, semble-t-il, parce qu'elle pouvait guérir. Quelqu'un se blessait, arrivait avec M. le curé, montrait sa plaie, mettait la relique sur la plaie. La plaie, bien souvent, était guérie. Hey, il était fier vraiment d'avoir ça dans son église. C'était la seule relique officielle dénombrée à l'île d'Orléans. La période, à un moment donné, d'érogation, c'était l'érogation, c'est le 37e, le 38e puis le 39e jour après Pâques. C'est-à-dire que le 40e étant l'Ascension, c'est un jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, c'était l'érogation à Saint-Pierre. Le curé, à la messe le dimanche, avait dit « Demain, vous viendrez me voir, c'est l'érogation, il faut commencer à prier, puis faire bénir les semences pour que les récoltes soient bonnes. » Même que le curé avait prévu de faire la tournée de tous les champs de la paroisse, puis d'aller bénir quand les gens allaient semer. En commençant la cérémonie lundi matin, le curé, comme par habitude, regarde à côté du maître-autel, dans la petite boîte de vitre, de verre qu'il avait fait faire pour la relique, il n'y avait plus rien. Là, il se tourne carré vers les paroissiens, il leur dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider? On a perdu notre relique de Saint-Clément. » Personne du village, de la paroisse, ne savait ce qui s'était passé. Mais on sait que dimanche, elle était là, puis lundi matin, elle n'était plus là. Quelques semaines plus tard, le curé de Saint-Laurent, de la paroisse voisine de l'autre bord, rentre dans l'église le matin de bonne heure pour aller dire sa messe. Qu'est-ce qu'il constate sur l'autel? Le reliquaire, la relique était rendue là. Il ne comprenait pas trop. Il dit, c'est peut-être quelqu'un de la paroisse de Saint-Laurent qui l'a dérobé de l'autre bord, puis qui en a eu besoin, puis il s'est soigné avec, parce que cette relique-là avait des dons. Ou c'est le bon Dieu qui a voulu que le reliquaire se ramasse ici. En tout cas, le curé de
Saint-Laurent, il était fier. Mais quand ça s'est su dans la paroisse Saint-Pierre, le monde était pas de bonne humeur. Imaginez-vous, la relique qui était dans notre église à Saint-Pierre est rendue de l'autre bord. Ça a fait de la chicane. Une grosse chicane, je vous mens pas, ça a duré pendant 30 ans. Il y a des amitiés qui sont disparues. Il y a des familles qui ont été entre-déchirées. Parce qu'imaginez-vous, il y a des gens il y a un gars de Saint-Laurent qui avait marié une fille de Saint-Pierre. Ça a fait de la chicane de famille. Ça a fait une chicane de clocher. Pire que ça a fait une chicane de reliquaire. Pendant 30 ans! Ça a duré 30 ans, cette chicane-là. Saint-Pierre puis Saint-Laurent, ils s'entendaient plus pantoute. À un moment donné, Monseigneur Desquet, qui venait d'arriver en Nouvelle-France, le nouvel évêque de Québec, le 4e, quelqu'un, il l'a mis au courant de cette chicane de paroisse qu'il y avait à l'île d'Orléans. Quand il a entendu ça, il a pris sa plume, puis il a pris un parchemin, puis il a écrit une lettre au curé de Saint-Laurent, lui enjoignant de remettre à l'église Saint-Pierre, au curé de Saint-Pierre, la relique en question. Il écrit même une lettre au curé de Saint-Pierre pour dire, vous allez recevoir de la... Il avait convenu que dans 2 semaines, le dimanche après la grand-messe, à la paroisse de Saint-Laurent, le curé, vous allez partir avec vos enfants de cœur puis une croix devant. Vous allez faire une procession sur le chemin des érables. Puis à Saint-Pierre, vous allez faire la même chose. Après la grand-messe, le curé, il part avec des enfants de cœur, les gens de la paroisse. Ils se sont rencontrés à la limite des 2 paroisses. Ben, Monseigneur Desquet était là. Il avait même fait ériger une belle croix de chemin. Juste à la limite des 2 paroisses, ça a l'air qu'elle est encore là. Puis là, le curé de Saint-Laurent a remis à Saint-Pierre. Mais ça fait de la chicane. Hein? Il y a des amitiés dans ça qui sont disparues. Il y a des familles. Imaginez-vous, il y avait un gars de Saint-Laurent qui avait marié une fille de Saint-Pierre. Ça a fait de la chicane. Mais maintenant, à l'île d'Orléans, maintenant, tout le monde s'entend bien. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre à l'île d'Orléans. Nous avons pu en parler avec Pierre Lahoude, historien spécialiste dans le domaine du patrimoine. Comme je le dis souvent, au 18e siècle, 17e, la principale voie de communication, c'est le fleuve Saint-Laurent. On utilise les chemins de terre seulement quand on en a besoin. Dans le cas de l'île, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'évidemment, on a notre tour de l'île, notre chemin qui ceinturait toute l'île, mais il y avait aussi ce qu'on appelait des chemins de traverse. Des chemins qui traversaient dans l'axe nord-sud toute l'île d'Orléans pour permettre aux cultivateurs de se rendre d'un village à l'autre. Sans avoir à faire le tour. Sans avoir à faire le tour, évidemment. Et ces chemins de traverse-là, on en avait plusieurs. Cette fameuse route des prêtres qui liait les 2 villages, à l'époque qu'on appelait Saint-Paul et Saint-Pierre. Saint-Paul, le village de Saint-Laurent se nommait Saint-Paul, parce que vous devez, dans la liturgie catholique, les saints, Paul et Saint-Pierre, sont toujours reliés ensemble. Okay. La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, elle est ensemble, c'est le 29 juin. Alors, il était tout à fait normal que si on appelle un village Saint-Pierre, que le village d'à côté se prénomme Saint-Paul. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, et tout ça fait partie de la liturgie, évidemment, catholique, qui est très importante. Et lorsque les citoyens de Saint-Paul ont décidé de changer de nom, et c'est là que la chicane a commencé entre les 2 paroisses. Ah, OK. Les gens de Saint-Paul, comme le village ne s'appelait plus Saint-Paul, on l'avait nommé Saint-Laurent, les citoyens ont dit, nous, on veut les reliques de Saint-Paul, les citoyens de Saint-Pierre, en disant, on va regrouper Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble. Et c'est comme ça que les reliques se sont rendues à Saint-Pierre, et c'est comme ça que des citoyens n'étaient pas contents, ont voulu voler les reliques. La chicane a pris tellement de proportions importantes qu'à un moment donné, l'évêque de Québec a été obligé de
de mettre la main à la pâte, si je peux dire, pour dire « wow, 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 les amis, calmez-vous », et a même ordonné le transfert officiel des reliques. Et évidemment, quelques temps plus tard, ça a permis aux citoyens de se calmer et de redevenir des bons voisins. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, on a voulu souligner cette nouvelle harmonie entre les deux villages, et les prêtres se sont rendus en plein milieu de la route des prêtres pour y installer une croix pour consacrer cette nouvelle harmonie entre les deux villages. Nos deux conteurs maîtrisent très bien l'art de raconter les histoires. Par contre, vous verrez dans la prochaine légende, présentée par Françoise, qu'un certain Tipit Valeran en mettait un peu trop quand il racontait ses histoires, et ça lui a joué un tour. Alors ici, on a l'histoire d'un grand conteur. D'ailleurs, vous avez pu faire la connaissance de deux conteurs ici à l'émission, mais Tipit Valeran avait l'habitude, à partir d'un fait qui s'était passé quelque part, de l'embellir, de l'amplifier, et ça emmenait les gens ou son lot d'histoire dans un monde à l'extérieur du quotidien. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter la légende de Tipit Valeran. Joe Violon, lui-même un raconteur, aimait bien nous parler de son grand ami Tipit Valeran, qu'il considérait comme le meilleur conteur de la région. Mais entre vous et moi, les deux s'équivalent bien. Moi, je les considère comme nos ancêtres de la langue déliée. Alors, Tipit Valeran, ça c'est le diminutif de Petit Pierre. Quand on voulait parler amicalement de quelqu'un, au lieu de dire Petit Pierre, on les appelait Tipit pour Petit Pierre. Alors, Tipit Valeran, il était dans une famille où il y en avait 8 filles. Et imaginez-vous tout le verbiage, le jacasserie, le papotage et tout ce qu'on entendait dans cette maison. Parce que chacune d'entre elles, quand elle revenait de l'école, avait plein d'aventures à raconter lors du souper familial. Alors, Tipit a grandi dans cette maisonnée remplie d'historiettes racontées par ses sœurs avec un esprit théâtral. Alors, il y avait des moments cocasses de la journée, il y avait des exploits qui avaient été faits, il y avait même des amourettes en confidence que les filles avaient faites à ses sœurs. Alors, Tipit a commencé à raconter ces histoires-là à ses amis, tout en changeant certains bouts pour pas que personne reconnaisse de qui il s'agissait. Et de fil en aiguille, au fil des années, il s'était bâti un auditoire. Ça fait que là, les gens, lorsqu'il y avait des fêtes et des réunions, on demandait à Tipit « Hey, viens nous raconter une histoire ». Alors, c'est ainsi qu'il a modifié les histoires, il a amplifié les versions, il a changé des choses, et il ajoutait des effets de touche, des bruits, des rires diaboliques, et aussi des silences tendus, tout ça pour amplifier son récit. Alors, quand il commençait son histoire, il se dérumait, ça c'était le signal à l'auditoire. Restez tranquille, écoutez, l'histoire commence. Puis à la fin de son histoire, il terminait toujours en disant « Si j'ai menti, que le diable me parle par les pattes. » Hey, toutes ses amies en avaient assez de cette supplication satanique. Ils ont décidé « Il faut qu'on lui joue un bon tour puis qu'on lui apprenne une leçon. » Alors, ils se sont préparés. Alors, près de l'arbre où Tipit avait toujours l'habitude de raconter ses histoires, ils ont mis une corde alentour de la branche, puis ils l'ont mis alentour de la souche parce que Tipit avait toujours l'habitude de se mettre le pied sur sa bûche pour se donner une contenance. Alors, ils avaient tout patenté ça. Puis là, ils ont mis des branches pour s'assurer qu'il y ait un feu digne des enfers. Alors, là, Tipit est arrivé. C'était dans un village. Il y avait une sécheresse. Il n'y avait pas plus un clou tout l'été. Alors, on avait bien eu quelques gouttelettes au printemps, mais l'été arrivé, plus rien était tombé du ciel. Alors, les animaux avaient la langue qui pendait, les fontaines étaient taries, les champs avaient jauni, et les paroissiens y étaient découragés. Qu'est-ce qu'on aurait comme récolte? Alors, les paroissiens sont allés voir le curé, puis lui ont demandé « Hey, monsieur le curé, il faut nous aider, ça n'a pas de bon sens, on va tout perdre nos récoltes. » Fait, monsieur le curé leur a dit « Ah, vous allez devoir assister à tous les messes, vous allez devoir chanter tous les vêpres et les oraisons.
priez tous les saints, faire quelques chemins de croix, et vous signez à l'eau bénite en arrivant par partant. Fait que les paroissiens se sont mis à la tâche pour faire leur dévotion. À un moment donné, on entend beding, bedang sur le toit de le clocher de l'église, les portes qui roulent dans un vacarme incroyable. On voit le ciel au loin qui est mauve, gris, noir, et un tourbillon, puis on entend la pluie qui descend. Les madames sortent dehors, le jupe s'ouvre comme des parapluies, les messieurs perdent le chapeau, on essaie d'accrocher les enfants. Le curé qui court partout dans l'église pour éteindre les lampions pour pas mettre le feu à l'église, l'encens qui tourbillonne et les cloches qui sonnent. Hey, Tipit en mettait, là, de l'auditoire était écrasé de rire. On imaginait la scène, puis à un moment donné, Tipit l'a fini en disant « Si j'ai menti, que le diable me parle par les pattes. Ah ben ça y est, là les gars ont tiré sur la corde. Mon pauvre Tipit s'est ramassé comme si l'arbre venait de lâcher son amarre. Il se balançait comme une balancine à 6 pieds de haut, sa tignasse faisant comme une queue de cheval qui essaie de chasser les moustiques. Il était tel un guignol ou le pendule d'une horloge détraqué avec les aiguilles qui allaient dans tous les sens. C'était vraiment incroyable à voir et tout le monde riait. Et mon pauvre Tipit criait « Sapristi, aidez-moi, je suis en enfer! Le diable m'a vraiment pris au mot cette fois-là! » Alors, ses amis l'ont laissé suspendu durant un bon moment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en avait trop puis il devenait tout rouge. Ils l'ont fait descendre. Il y avait la partie du toupette qui était en train de brûler. Et là, ils lui ont fait promettre « Hey, Tipit, faut que tu arrêtes de dire ça à la fin de tes histoires. » Bien, Tipit a promis de moins mentir, mais il n'a jamais juré sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, on dit que les descendants de Tipit, bien, ce sont tous des grands conteurs et conteuses. Bien, moi, je pense que vous en avez peut-être 2 ici aujourd'hui. Ah, puis si j'ai menti, que le diable me pende par les pattes. Restez aux aguets, car très bientôt, nous vous présenterons d'autres légendes.